Bien, nous nous retrouvons toujours en direct du foyer du théâtre de la commune d'Aubervilliers pour cette dernière table ronde. Autour de moi, Karel Ménine, journaliste, auteur de La pensée, la poésie et le politique, dialogue avec Jacques Ralit, que je ne saurais trop vous conseiller de lire parce que c'est une mine d'or. On y retrouve le Jack qu'on a côtoyé et aimé. À ses côtés, Catherine Robert, vous êtes enseignante, critique dramatique aussi, et cheville ouvrière des lundis du Collège de France au lycée Le Corbusier où vous enseignez, et Lucien Marest, quand même, qu'on ne présente pas ou qu'on présente, qui a été le bras droit, l'ami, dirigeant politique à Aubervilliers, et qui nous fait le plaisir de venir clore ce petit plateau. Avant de vous donner la parole, nous allons écouter encore Ralit parler d'Aubervilliers. Je dis toujours qu'Aubervilliers est une ville rude et tendre, mais c'était ça. Il y avait la dureté de la vie, mais la tendresse des rapports humains. Et on se rendait des services tous. Moi, je sais que ça m'arrivait d'aller garder les gosses d'une famille pour qu'ils puissent aller au cinéma. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait aucune des commodités sociales. Il fallait se débrouiller. Et ben on se débrouillait entre nous. C'est-à-dire que la rencontre était profonde, quasi totale. Et elle n'avait pas besoin de dire pourquoi elle avait lieu, elle était. Alors sans doute il y avait un arrière-plan politico-idéologique qui était commun, mais commun, je dirais, clandestinement, sans être avoué ni proclamé. On était comme ça. On était comme ça. Catherine Robert, quand vous l'entendez parler d'Aubervilliers, est-ce qu'Aubervilliers a beaucoup changé ou c'est toujours comme ça, c'est-à-dire fraternel et rude à la fois? Est-ce que c'est une ville à laquelle il était attaché, Jack? C'est un enfant d'Aubervilliers alors qu'il n'est pas du tout né ici. C'est une pièce rapportée. Vous l'avez rencontré et côtoyé très longtemps depuis votre lycée, mais pas que. Racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Alors, comment sont mis en place les lundis du Collège de France à Aubervilliers? Et la rencontre avec Jack, elle est très très ancienne. Elle s'est organisée autour du théâtre parce que il nous a accompagnés très tôt et très vite avec les élèves voir des pièces de théâtre. Et je ne sais pas si ça a été dit déjà ce matin, mais ce qui était important chez Ralit, c'est qu'il savait rester à sa place. C'est-à-dire c'était une place importante, mais il ne prenait pas celle des autres. Il n'a jamais pris celle des profs, il n'a jamais non plus, je crois, pris celle des poètes ni des artistes. Et l'admiration qu'il avait pour les uns et les autres s'accompagnait aussi d'un soutien à leurs activités. Lucien Marest, on a beaucoup parlé de Jack, l'homme... l'amoureux des poètes, l'homme qui a mené des combats politiques d'importance, l'élu, enfin tout ce qu'il a représenté. Mais Aubervilliers tient une place à part chez Jack. Oui, c'est un peu la place originelle parce que, au fond, qu'est-ce que serait devenu Jacques après l'Humanité dimanche, où il était journaliste à la rubrique de télévision, s'il n'y avait pas eu un maire comme André Carman, qui a eu l'intelligence de comprendre que, certes, on était puissant dans l'électorat ouvrier, les communistes à Aubervilliers, mais qu'une coordonnée manquait à notre arc électoral, c'était les couches moyennes, comme on disait pas tellement à l'époque d'ailleurs. Et l'idée d'André Carman, c'est qu'on ait un adjoint aux questions scolaires qui touche un peu ces milieux des professeurs, etc. Bon. Et Ralit, Jacques a accepté à condition, a-t-il dit, que sa délégation se soit adjoint à l'éducation et à la culture. Déjà, il avait... Et donc, il a, à partir de ce point d'ancrage qui était Aubervilliers, en tenant compte, comment faire autrement, quand on est un élu, à moins d'être irresponsable, ce qui en arrive à pas mal, mais il faut tenir compte de la population à laquelle on a affaire. Or, nous avons une population parmi la plus pauvre de la Seine-Saint-Denis et même de France. Ce qui fait que avoir l'ambition de construire un théâtre, ou de faire un théâtre, ou de faire théâtre avec cette salle des fêtes qui, peut-être vous ne le savez pas, a été construite par qui? Vous le savez? Non. Tu ne sais pas qui a construit cette salle des fêtes? C'est un nom sinistre dans l'histoire française,
c'est Pierre Laval. Eh bien, moi je suis très content qu'il ait foutu en l'air, en quelque sorte, cette salle des fêtes, et qu'il ait décidé, en la boursouflant de toutes parts, d'en faire malgré tout, avec l'absence de moyens qui était la nôtre, une salle de théâtre, qui est devenue, ça c'est le départ en 59, et en 65, qui est devenu un centre dramatique national. Donc sa préoccupation, c'était bien sûr d'avoir des équipements qui manquaient à toutes ces villes de banlieue, mais notamment à notre ville d'Aubervilliers, mais aussi d'avoir le souci de trouver les financements. D'où l'ADN de Jacques, c'est en même temps une ambition sans borne pour sa ville, mais en même temps un combat permanent pour trouver les financements qui ne coûtent pas trop cher à la ville. Je ne sais pas si vous savez, mais comme ancien adjoint à la culture de cette ville, je vous dis qu'on est un des centres dramatiques nationaux les plus subventionnés par l'État. Ben mais c'est parce que Jacques était infernal avec le ministère de la Culture. Parce que nous avons une population qui est très pauvre, mais progressivement, la situation de la ville, c'est toujours très difficile. Mais on a eu le désastre industriel de la désindustrialisation de toute la plaine de France, enfin ce qu'on appelle maintenant la plaine Saint-Denis. Et Jacques, pour répondre directement à ta question, il est à l'origine de l'avenir de ce territoire en construisant avec le maire de Saint-Denis, qui s'appelait à l'époque Berthelot, une coopération entre les deux grandes villes de cette partie de la Seine-Saint-Denis, entre Saint-Denis et Aubervilliers, qui s'appelait Pleine Renaissance, qui a donné naissance par la suite à Pleine Commune. Et Pleine Commune, qu'on le veuille ou non, c'est une disposition qui permet le développement économique de toutes les communes qui maintenant sont adhérentes à la communauté d'agglomération. Je ne dis pas que ça résout toutes les difficultés, mais sans cette perspective d'avenir, l'avenir des habitants d'Aubervilliers, de Saint-Denis, de Villetaneuse, etc., enfin de toutes les communautés de toutes les villes qui sont associées à la communauté d'agglomération serait bien pire. Et Dieu sait que c'est pas terrible. Donc le souci de Jacques, c'était comme il dit, j'ai deux mains, une main tendue aux poètes, une main tendue aux ouvriers. C'était un peu résumé, mais le fond de sa pensée, il est quand même là. Et je trouve qu'il a réussi formidablement, parce que Pleine Commune existe, avec un développement absolument incontestable, et les équipements auxquels Aubervilliers est redevable à Ralit, le théâtre de la Commune, le dernier c'était quand même Zingaro, les laboratoires d'Aubervilliers, le studio qui est à l'intérieur du théâtre. Je vais en oublier parce que maintenant, l'âge faisant, on perd un peu de quelques neurones, mais énormément de choses. Cette ville ne ressemblerait pas, c'est à quoi elle ressemble, le conservatoire. Ils vont m'engueuler puisque c'était pendant la période où j'étais adjoint que nous avons décidé, financé, construit le conservatoire régional de région. Non, Ralit, infatigable défenseur de la culture, certes, mais un homme qui avait pris conscience de ce qu'il fallait faire du point de vue des finances et des combats nécessaires pour que ce soit possible. C'est pour ça que ce matin, j'ai terminé mon petit discours au Père Lachaise après avoir lu un texte assez abominable dans Le Monde de samedi dernier par un chroniqueur qui, grosso modo, expliquait que tout ce qu'il fallait détruire et changer dans le monde public de la culture. Et en gros, c'est tout ce contre quoi on s'est battu avec Jacques depuis les années 70, quoi. Et s'ils font ça pour le statut spécial, pour les statuts des intermittents du spectacle, pour réduire les financements avec un argument formidable, on a déjà entendu ça pour les fonctionnaires, il faut donner moins d'argent mais mieux, voilà, etc., etc. C'est pour ça que j'ai fini mon petit discours en présence de la ministre, comme avait fait Jacques ici au Théâtre de la Commune, par Jean Rage, et pour dire que son combat continue, quoi. Merci. Avant de donner la parole à Karel Ménine, j'aimerais juste que vous reveniez sur les initiatives des lundis du Collège de France, parce que Jacques m'avait dit, mais je ne suis pas la seule à qui il a pu dire ça, que c'était une de ses plus grandes fiertés. Et
qu'est-ce que ça a apporté? Parce qu'il avait effectivement, comme le dit Lucien, ce souci que les enfants d'Aubervilliers, ces enfants d'Aubervilliers, aient droit aux plus belles choses. Et enfin voilà, on ne les laisse pas. Oui, et c'était de la dignité aussi quelque part. Retrouver cette dignité-là. Est-ce que vous Comment ça s'est passé? Comment vous disiez très justement qu'il était toujours à sa place, il occupait de la place, mais il était toujours à sa place, très respectueux des autres, de la parole des autres. Mais il vous avait dit qu'il était très très fier de ça? Mais je crois que c'est pas la peine de dire qu'on est fier de ce qu'on fait à Aubervilliers, on le fait. Et c'est de le faire qui nous rend fiers. Donc, on peut être un homme de parole, et Héralite l'était, sans être particulièrement verbeux et constamment satisfait de soi. Si on est dans l'action, on n'est pas constamment satisfait de soi. Je crois que Carlo Ossola était là ce matin et il a raconté leur rencontre à Stresa en 2004 et la décision qui avait été la leur d'installer à Aubervilliers des conférences qu'on pourrait définir comme s'inscrivant dans un projet d'éducation populaire. Alors l'éducation populaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le meilleur pour tous, parce que tous y ont droit, tous en sont dignes, Lucien le dit très bien, et tous sont tout à fait capables d'entendre les choses. Alors il se trouve que là, c'était les meilleurs pour le meilleur, puisque c'était les professeurs du Collège de France qui ont tous accepté la proposition qui leur a été faite par le professeur Ossola. Et la devise du Collège de France, c'est Docet Omnia. Il enseigne tout, il enseigne toute matière. Docet Omnia est le meilleur pour tous. Il n'y a pas de meilleure définition de l'éducation populaire. Et quand, très récemment, hélas, un ancien ministre de l'Éducation nationale parle des quartiers comme ceux dans lesquels on enseigne en disant qu'ils sont pourris, et que la population scolaire qui les compose mériterait d'être exclue du comptage de la réussite scolaire de la France, je pense qu'il faudrait rappeler que quand on offre le meilleur, il est bien évident que ceux qui en bénéficient sont capables d'en faire leur miel et de rendre à la hauteur du meilleur offert le meilleur dont ils sont eux aussi capables. Donc c'est pas une incohérence le Collège de France à Aubervilliers, c'est pas une incongruité, c'est pas une danseuse, c'est pas parce que ça fait joli, c'est pas parce que la montagne Sainte-Geneviève va s'aérer au bon air de la banlieue, c'est parce que le peuple est là et que le peuple a droit au meilleur et que si on rappelle pas ça à chaque fois, on fait pas de politique et que si on rappelle pas ça à chaque fois, on fait pas d'éducation. Alors on peut faire autre chose, on peut mentir à soi, aux autres, mais on ne fait pas ce qui s'appelle la dignité d'être humain. Voilà. Et c'est ça que Ralit nous aidait à faire. Et c'est ça qu'il faisait aussi de manière collective. Et pardon de devoir insister encore là-dessus, mais il n'était pas tout seul dans cette aventure-là. Il y avait Claudine Joseph, il y avait Lucien, il y avait Carlo Ossola, évidemment. Il y en a eu plein d'autres. Il y a Jean-Pierre Vernant qui est venu parler ici pour la dernière fois. Quand je dis ici, c'est au lycée Le Corbusier. Et c'est ces hommes-là, et quand ces hommes-là parlent au peuple, il y a une évidence qu'en découle immédiatement, c'est que tout le monde s'améliore, les uns de rencontrer les autres. Merci Catherine. Karel Ménine, vous allez être la dernière à prendre la parole parce que la cérémonie à côté, je pense qu'elle est sur le point de démarrer ou a peut-être déjà démarré. Vous avez eu le bonheur de faire ce que moi ou d'autres journalistes qui avons côtoyé Jacques rêvaient de faire, c'est-à-dire de passer beaucoup d'heures avec lui, auprès de lui, à ses côtés, pour travailler ensemble et écrire, rédiger, co-diriger ce livre, la pensée, la poésie et le politique. Voilà, donc racontez-nous comment ça s'est un petit peu fait, la genèse. En fait, je pense que c'est lorsque j'ai rencontré Jacques, j'ai pris une claque d'intelligence politique telle que j'ai continué à le voir. On s'est rencontrés artistiquement au Festival d'Avignon et j'ai vu cet homme qui sortait des citations de poètes de ses poches comme d'autres des cacahuètes et qui les habitait, quoi. Et j'étais fascinée. Donc on s'est vus, on discutait
Et je me souviens d'un jour où on avait dîné à Paris et je disais à Jack, c'est fabuleux ce que vous me racontez, mais il faut que d'autres l'entendent, pas que moi. Et surtout des gens de ma génération, il faut que ça puisse circuler. Et il n'en était pas convaincu, il me disait, mais ça va ennuyer tout le monde, c'est des anecdotes, enfin. Et je lui disais, non mais la colère de Jack, elle est tellement, tellement contemporaine, elle est tellement là, quoi, elle est tellement dans le moment présent. Et du coup, je l'ai un peu forcé, quoi. C'est-à-dire, j'ai commencé à... Voilà, je venais dans son bureau, Claudine photocopiait des documents, je partais avec, j'allais le voir au Sénat, et on discutait, on échangeait, et je commençais à rédiger des choses, et je lui envoyais, en fait, en disant qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et la grande surprise de Jack, c'est quand ce livre... il y a eu une rencontre à la Fête de l'Humanité, et la salle était pleine, il y avait pas mal de jeunes qui étaient là. Et tout d'un coup, quand le livre a existé, il a compris que sa pensée avait un poids aussi auprès de jeunes qui ne l'avaient pas connu comme ministre ou comme sénateur ou comme ce que vous racontez, mais qu'il avait un poids pour le mot qu'il m'avait refusé de mettre dans le titre, qui était le penseur. Il m'avait dit, il ne faut pas mettre le penseur, je ne suis pas un penseur, on va parler de la pensée. Et on s'était battu avec notre éditeur pour que le mot de la pensée existe. Et pour moi, c'est un penseur, Jack. Et donc, j'aimais bien le titiller avec ça. Et évidemment que sa pensée de penseur, d'homme politique, de poète, d'amoureux des poètes, elle parle à tout le monde aujourd'hui. Et depuis que ce livre existe, les gens de la jeune génération qui l'ont dans les mains lui disaient « Mais comment se fait-il que ce que vous dites soit si vite balayé et que tous ces combats que vous avez menés soient si vite balayés ?» Et comme tout le monde est allé un peu de sa petite anecdote, moi je vais vous en donner une que je trouvais très belle. Quand on était au Festival d'Avignon, il y a une artiste qui se lève et qui dit « C'est très beau ce que vous dites, mais c'est de notre temps. Aujourd'hui, comment on fait ?» Et en fait, il a renvoyé la question à la responsabilité de l'artiste vis-à-vis du politique. Et j'ai trouvé très juste, il disait en gros, mais la dernière fois vous êtes allé à une assemblée politique, c'était quand? Puis la dernière fois vous avez lu un discours politique, c'était quand? Et quand est-ce que vous vous êtes mobilisé pour aller parler à un politique? Il disait, voilà, le politique, il a un problème de relation à l'artiste aujourd'hui, très clair, mais il faut aussi que l'artiste résolve son propre problème de relation au politique. Et c'est parce que chacun va faire un pas vers l'autre que quelque chose va changer. Et je pense que le grand combat de Jack, comme vous venez de le dire, ça a été toujours de faire de la rencontre et du lien. Et voilà, il faut continuer en parcourant tout son champ d'idées qui est tellement moderne, à aller sur le terrain et du peuple, et de l'artiste, et du politique. Merci. Nous allons nous en tenir là. Merci Karel Ménine, Catherine Robert et Lucien Marest. Merci à tous les autres intervenants qui se sont succédés autour de ce plateau. C'est une première pour l'humanité. J'espère que... merci. Merci à vous d'avoir tous accepté de jouer le jeu. J'annonce juste que maintenant, l'Humanité va diffuser donc, en direct la cérémonie d'hommage qui se poursuit dans le très beau parc du square Stalingrad, qui jouxte donc le théâtre d'Aubervilliers. Donc, sont prévues plusieurs prises de parole, dont celle de Myriam Derkaoui, la maire d'Aubervilliers, de Marie-Josée Malice, la directrice du théâtre de la Commune, de Pierre Laurent, le secrétaire général du Parti communiste français, Yves Clos, chercheur, ami de Jacques Ralit, Franck Chemont, psychanalyste, Michel Portal, qui viendra jouer un petit peu. Il y aura la lecture d'un message de Leïla Chaïd, Catherine Tasca, ancienne ministre de la Culture, Didier Bezas, la chorale d'Aubervilliers, Agnès Jaoui, Marcel Buval, Roger Martelly, Bart Abbas, Mohamed Al-Roumi et Denis Podalides. Voilà, merci beaucoup.